Ben oui, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Antoine. Je suis un des cofondateurs d'Helium et le CEO. Et alors aujourd'hui, dans le call, je suis avec Grégory, qui est là. Greg, tu peux Ici. peut-être te présenter rapidement. Salut, et donc Grégory, directeur commercial et marketing chez Helium. Oui. J'adore. Et on a aussi Julien qui est là. Oui, donc moi Julien, directeur produit chez Helium du coup. Alors, aujourd'hui, évidemment, on va parler de gestion de connaissances et d'IA générative, mais peut-être un peu avant, on va faire la genèse de qui est Helium, d'où on vient et pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Alors, c'est une histoire qui a démarré il y a un petit temps au sein de McKinsey, d'ailleurs, où je travaille avec eux sur des sujets de recherche d'informations et de comment partager ça. Et il y a une frustration qui est née en moi à ce moment-là, c'était la lourdeur des outils qu'il y avait en interne pour pouvoir partager. Alors, c'était à une époque où Lotus Notes existait encore, où SharePoint n'avait probablement pas la face qu'il a aujourd'hui. Et de cette frustration et de voir ce que nous, on avait comme outil chez nous à la maison en interne, est venue l'idée de faire un outil qui permet de partager de manière efficace et agile, mais surtout en tenant compte de la facilité d'usage et de vraiment le plaisir de pouvoir utiliser un outil et de créer Helium, qui à l'époque s'appelait Knowledge Plaza d'ailleurs, autour de ça. Alors on a fait notre petit bonhomme de chemin en même temps que le marché évoluait. Donc, dans un monde où d'abord c'était l'entreprise 2.0, donc le côté social, le partage, la création de contenu à l'intérieur, euh, voire imiter des projets comme des wikis en interne, jusqu'à aujourd'hui où l'intelligence artificielle est venue apporter une couche au-dessus de tout ça. Et donc, dans Helium, qui est l'héritage de ces différentes transitions, mais on a cette capacité de pouvoir organiser de la connaissance de manière agile, mais aussi de lui ajouter une couche sociale et dynamique autour de cette connaissance. Et au final, cette couche d'IA qui vient rajouter l'exploitation de ce qu'on peut retrouver dans un outil comme Medium. Alors, à travers ces années, on a rencontré énormément de professionnels du métier. Et on a pu faire évoluer l'outil basé sur ces différents projets qu'on a fait, mais aussi je pense que la réflexion des différents consultants et des différentes sociétés a fait évoluer notre réflexion. Par exemple, ici, Forrester a parlé récemment de ce que eux appellent le Agile Knowledge Management en anglais, avec la vision de l'IA générative, et ils viennent mettre 5 piliers autour de cette vision-là. Un premier pilier que l'IA générative apporte aujourd'hui à la gestion des connaissances, c'est d'abord la partie conversationnelle. Donc, la capacité de pouvoir aller chercher dans une base de connaissances de manière conversationnelle, on va le montrer. En anglais, on parle de manière agentique, donc d'avoir un agent avec qui on va pouvoir discuter sur un sujet et qui va nous apporter des éléments d'information, de réponses qui vont pouvoir être utilisés dans mon travail de tous les jours. Ouais, à ce côté génératif, c'est toujours difficile de partir d'une page blanche ou parfois on va avoir un contenu qu'on a pris des notes rapidement sur un projet ou on a un contenu qui est beaucoup trop long pour pouvoir l'utiliser dans une page de connaissances. Mais la partie générative va nous permettre à la fois de générer du contenu basé sur ces différents points qu'on aurait mis, mais aussi pouvoir transformer un ensemble d'éléments qu'on a rassemblés, de politiques qu'on aurait pu écrire pour en faire finalement de la connaissance ou des procédures. Alors, il faut savoir que tout ça va évoluer dans le temps et donc les modèles qu'on utilise pour cette intelligence générative, elle va apprendre de ce qu'on fait au fil du temps et s'adapter à notre domaine pour être de plus en plus précis par rapport au langage qu'on utilise dans l'entreprise, dans notre entreprise qui est parfois très spécifique, mais aussi sur les différents projets, les différents outils ou produits qu'on a dans l'entreprise. Au final aussi, cette IA générative va permettre facilement pour des utilisateurs de faire des synthèses sur différents sujets qu'on doit traiter. Finalement, l'image, c'est de se dire que au lieu de faire une recherche et de devoir lire pleinement des dizaines ou plus de documents qui vont me permettre de pouvoir prendre action, mais l'IA va m'aider à pouvoir trouver l'essentiel dans ces différents documents, rassembler ça et me synthétiser l'information dont j'ai besoin. Alors, Gartner disait récemment que d'ici 2025, 100% des assistants virtuels
basés sur l'IA générative devraient ou devront être connectés à des systèmes modernes de gestion de connaissances, car si on ne fait pas ça, ben, ça va être probablement voué à l'échec en tout cas pour améliorer l'expérience client-utilisateur en interne ou à réduire les coûts qui reste quand même un objectif que l'entreprise voudra en mettant ces assistants en place. Alors pourquoi? Parce que finalement, si je reviens en arrière, l'IA est utile pour la gestion des connaissances, pour ces différents points, mais la gestion des connaissances est utile aussi pour l'IA générative, dans le sens où l'IA générative va pouvoir s'appuyer sur une base dans laquelle elle peut faire confiance. Alors en anglais, ils ont ce mot garbage in, garbage out, GIGO, qui dit que si un modèle d'IA, on lui donne en entrée des données qui ne sont pas de qualité, il y a des chances que ce qui va ressortir ne sera pas de qualité non plus. Et donc, tout le métier de la gestion des connaissances ici va faire en sorte que les connaissances qu'on va donner à ces modèles seront des connaissances qui seront bonnes. De là, dans Helium, on a deux visions. La première, c'est Helium Hub, qui va permettre d'organiser, de capturer, de rechercher, de diffuser, mais surtout de mesurer et de mettre à jour l'information qui est mise dans Helium, la connaissance, et ensuite qui peut être utilisée aussi par une autre face d'Helium qui s'appelle Helium Desk, dans laquelle on va pouvoir avoir des réponses qui sont assistées par l'intelligence artificielle, par exemple pour répondre à des questions internes ou externes. On va pouvoir s'assurer que les connaissances sont validées pour pouvoir s'appuyer dessus, mais aussi créer, par exemple, des arbres de décision qui vont permettre d'accéder beaucoup plus rapidement à la connaissance ou en tout cas aux réponses qu'on veut avoir pour cette connaissance. Alors, je propose de rapidement passer à une démo de l'outil. Et Grégory, je ne sais pas s'il y a des points que tu voulais rajouter avant que je passe à cette démo. Non, je pense que ce qu'on peut peut-être rajouter en termes de contexte et par rapport aussi à l'histoire d'Helium, c'est qu'aujourd'hui, la force ou le différenciant, on va dire, d'Helium, ça va être d'être scalable. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui se font, alors soit à l'échelle d'une équipe ou d'un petit département, également de POC qui sont menées, que ce soit uniquement sur de la GenAI ou sur des knowledge base, mais qui ont du mal à passer en production parce qu'on ne va pas atteindre des niveaux de performance ou de qualité qui sont suffisants. Et donc, c'est ce qui va différencier, c'est ce que tu vas également montrer durant la démo. Donc, aujourd'hui, on est effectivement sur les déploiements de tout ce que l'on voit, de quelques centaines, mais surtout à des dizaines de milliers d'utilisateurs au sein de moyens et grands comptes en Europe et en France. Voilà, c'est un petit peu l'élément aussi de contexte. Tout à fait. Alors, donc, comment se présente Helium? C'est une plateforme qui est accessible via le web. Donc, chaque client chez nous a son environnement qui va lui être mis aux couleurs de l'entreprise. Souvent, on va choisir un nom pour spécifier cette plateforme. Et elle va venir s'intégrer aussi aux outils existants. Donc, elle va venir dans un écosystème qui est déjà existant, que ce soit de chez Google ou de chez Microsoft, connecté avec les différents outils qui sont mis à disposition par l'entreprise. Donc, on reste dans un environnement connu et facile de passer d'un endroit à l'autre. Alors, l'idée, c'est de pouvoir organiser ces contenus autour de différentes thématiques ou de différentes équipes. Et il y a différents types de contenus qu'on va pouvoir créer dans la plateforme. Ici, dans l'exemple, on a défini tout un ensemble de modèles sur lesquels on va pouvoir se baser pour pouvoir créer ces contenus. Alors ici, je veux juste partir de la création. Imaginons qu'on doit faire un support de formation. On est dans une équipe où il y a différentes personnes qui arrivent quand même assez régulièrement. Il y a un turnover qui est quand même assez régulier. Et on fait des supports de formation pour que ces personnes, quand ils arrivent dans la plateforme, aient accès à des formations qu'ils peuvent faire. Donc ici, on a créé un contenu de type support de formation dans lequel on va me diriger très facilement pour pouvoir définir un ensemble de mots-clés ou d'informations qui sera nécessaire pour faire ce support de formation. Donc, quand on crée un contenu, on ne part pas d'un contenu vide. On va nous créer des modèles qui vont nous guider dans ça. Alors ici, je vais faire un support de formation sur le knowledge management. Je peux le taguer très facilement. Je peux donner déjà des participants auxquels j'aimerais bien avoir dans cette formation. Je vais lui rajouter quelques documents. Donc, on va supporter tout un ensemble de types de documents facilement. Alors ici, je les rajoute depuis mon ordinateur, mais je peux les rajouter facilement depuis mon SharePoint, depuis mon OneDrive ou depuis mon Google Drive.
Je vais rajouter un PowerPoint et je vais rajouter ici un PDF et on va laisser le document se charger. Je vais dire que le PDF, le PowerPoint doit prendre une vue proéminente dans le document et je vais rajouter une petite vidéo dans ce support de formation. Alors, j'ai une description qui m'a été donnée pour pouvoir mettre dans l'agenda. Je vais la mettre ici. Cette description est fort longue et donc je trouve que je devrais la raccourcir et la résumer. Et donc, je vais utiliser mon petit assistant d'intelligence artificielle pour lui demander de me résumer cette partie de l'agenda de la formation. Et j'aimerais bien l'avoir en mode liste à puces. Et donc, c'est ici déjà une première étape de où l'intelligence va pouvoir m'aider dans la création du contenu. Je vais remplacer le texte que j'avais. Et maintenant, j'ai mis mes documents, j'ai créé un petit résumé de l'agenda de la formation et je l'ai mis en type bullet point pour que ce soit facilement compréhensible. Alors, je vais sauver ça. C'est là où je vais choisir la communauté de personnes avec qui je vais rendre disponible. Ici, comme c'est une formation, j'ai un endroit de formation qui sont en destination de MBCs et du meeting. Je vais enregistrer ce document à cet endroit-là. Je peux rajouter plus de tags si j'ai envie sur ce document. Ils sont proposés aussi par l'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer la recherche du contenu par rapport à ça. Donc ici, j'ai finalement une fiche de connaissances qui s'est créée, qui reprend toute l'information que j'ai. J'ai la possibilité de pouvoir voir directement les documents que j'ai mis. Donc ici, par exemple, le PowerPoint que j'ai été chercher. Alors quand je parlais d'intégration, ce qui est important aussi pour nous dans ce côté agile de la base de connaissances, c'est qu'elle soit connectée à vos outils de tous les jours. Donc ce PowerPoint, si j'ai envie de le modifier, je peux directement cliquer et le modifier dans PowerPoint. PowerPoint va venir ouvrir mon document. Je vais pouvoir corriger une faute d'orthographe, par exemple, ou le réenregistrer et revenir ensuite dans Helium pour pouvoir voir la nouvelle version qui a été mise à jour. On supporte évidemment tout un ensemble de documents, des vidéos qui peuvent être jouées, les PDF, les PowerPoint, des galeries d'images, etc. Tout ce qui va créer finalement cette base pour tout le monde. Alors maintenant, l'idée aussi, c'est de pouvoir naviguer. Alors on va dire que ça, c'est un peu la vision plus classique du knowledge management. On va pouvoir naviguer dans les différents espaces qu'on a créés. On va pouvoir trouver cette information. Donc sur la page d'accueil, on a mis pour moi un ensemble de petites boîtes qui vont faire remonter les différents documents qui sont importants pour mon profil. Donc, en fonction du profil que j'ai, si je m'occupe, par exemple, de la com interne, ici, ici, tout ce qui est communication interne est importante pour moi, donc des alertes vont être remontées pour moi, mais aussi toutes les procédures, des formations sont mises en avant pour moi dans cette page. Si j'ai un autre profil, c'est d'autres boîtes qui vont venir s'adapter et venir se mettre en avant en fonction du profil que j'ai. La recherche, aujourd'hui dans Helium, elle est multifacette. Donc, on va pouvoir aller chercher de l'information si je sais exactement ce que je veux. Je vais pouvoir aller la rechercher juste avec des mots-clés. Donc, si je cherche, par exemple, artificial intelligence, là, je vais retrouver un document qui l'a mis dans le titre et c'est une recherche très rapide au moment où j'écris. Mais je peux faire une recherche beaucoup plus profonde qui va aller chercher à travers tous les documents qui se retrouvent dans ma plateforme. Et je vais pouvoir aussi aller chercher dans des outils qui sont externes. Par exemple, ici, il y a un SharePoint qui est lié. Et je vais pouvoir aller chercher dans ce SharePoint pour pouvoir aller chercher l'information, pas que dans Helium, mais dans différents endroits. Maintenant, la vision moderne de la recherche qui a évolué, c'est de pouvoir faire une recherche où l'intelligence artificielle, évidemment, répond pour moi. Donc ici, je vais faire une petite recherche. Alors, on en discutait avec Grégory juste avant. On disait que c'était assez particulier parce qu'à l'époque, on nous a appris quand même beaucoup à chercher avec des mots-clés très précis pour pouvoir utiliser les moteurs de recherche. Et maintenant, finalement, avec les assistants intelligents, on doit écrire plus des phrases et poser des questions. Donc ici, je vais demander comment organiser un atelier IA-KM, par exemple. Et je vais demander à mon intelligence artificielle de ma plateforme d'aller retrouver l'information et de me
proposer un élément de réponse. Donc ici, elle m'explique que pour organiser un atelier d'IAKM, je peux envisager différentes sessions sur l'extraction de résumés de connaissances, etc. Et en fait, cette information est basée sur une source qui était dans la plateforme et qu'elle a pu résumer pour moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on recherche de l'information dans Helium via l'intelligence artificielle, c'est qu'il va toujours nous présenter les différentes sources qu'il a utilisées et je vais avoir une facilité d'aller consulter ces sources sans quitter le contexte dans lequel je suis. Ensuite, le feedback est très important pour pouvoir améliorer de manière continue cette base de connaissances ou les modèles. Et en permanence, quand on va utiliser l'intelligence artificielle, on va proposer de pouvoir dire il y a un problème ou pas par rapport à la réponse qui a été donnée par l'intelligence artificielle. Alors ici, je vais juste dire c'était pas bon pour moi, ça répond pas à ma question, il manque une information. Et je peux expliquer pourquoi, en fait, je ne suis pas content avec cette réponse. Alors, c'est très important parce que derrière Helium, en fait, il faut se dire que pour pouvoir construire une base de connaissances qui est solide, il y a tout un ensemble d'outils qui sont mis en place pour pouvoir faire ce suivi-là. Alors, un des premiers outils, c'est la possibilité de pouvoir avoir une expiration sur des documents. Donc, on veut se baser, quand on répond à l'intelligence artificielle, sur des documents qui sont à jour et des documents qui ont été validés par différents utilisateurs. Ici, je vois, dans les documents que moi j'ai mis, qu'il y a plusieurs documents qui sont expirés. Je vais pouvoir l'ouvrir. Là, c'est un document sur le tone of voice d'Helium et j'ai un petit rond rouge qui m'alerte comme quoi ce document est expiré. Et je vais pouvoir dire finalement, il est encore bon pour 1 an et je le revalide. Et donc, l'intelligence artificielle va se baser là-dessus pour savoir que ce document peut être utilisé et est valide pour pouvoir répondre à les questions. Alors, deuxième chose qu'on a pour pouvoir augmenter la qualité, c'est des circuits simples d'approbation de contenu. Donc, quand on poste un contenu, on peut demander à ce que ce contenu soit approuvé avant d'être disponible pour l'intelligence artificielle. Et je vais pouvoir itérer sur ce document, mettre des annotations et faire évoluer le document jusqu'au moment où on est satisfait et de pouvoir l'approuver pour qu'il soit disponible à l'intelligence artificielle. Ensuite, on sait que dans l'entreprise, il y a du turnover et que s'il n'y a pas d'ownership sur la connaissance, cette connaissance va commencer de plus en plus à être vétuste ou plus à jour. Et quand une personne part de l'entreprise, il y a la possibilité dans Helium de pouvoir gérer tout le processus de transfert de cette connaissance d'une personne vers une autre personne ou vers plusieurs personnes en fonction des différents tags ou des différents espaces dans lesquels étaient les contenus. Donc, je vais pouvoir reprendre l'ownership, la possession d'un ensemble de documents pour que tout d'un coup, ils appartiennent à moi. Et donc, je vais pouvoir regérer pour ces documents-là l'approbation ou l'expiration de ces documents. Le dernier point sont des annotations. Donc, dans la réalisation d'un contenu, je vais en prendre un, peut-être celui que je venais de créer. Il y a des parties de ce document que je pense qui pourraient être améliorées. Toute personne peut venir mettre une annotation et expliquer qu'il y a quelque chose qui devrait être résolu sur ce document. Je peux dire par exemple, Julien, Julien n'est pas dans l'espace, il n'est plus là, donc je vais mettre à moi. Grégory, peux-tu relire cette partie et l'améliorer? Et donc, du coup, ça devient un workflow qui va me permettre d'améliorer cette partie de connaissance. Grégory va être notifié, il va pouvoir prendre action sur le document et résoudre cette notation une fois qu'elle est faite. Donc, ça montre les différents outils qu'on a pour pouvoir s'assurer que la connaissance dans Helium reste à jour, valide et sur laquelle l'intelligence artificielle va pouvoir s'appuyer. Derrière, on a aussi une vision de gestion de tout ce qui se passe à travers tous ces différents outils. Et on a des statistiques qui vont permettre de voir l'utilisation des différents outils qu'on a dans Helium, mais aussi d'avoir tous les feedbacks
qui ont été donnés par rapport à l'intelligence artificielle. Par exemple, tout à l'heure, j'ai mis un feedback sur comment organiser un atelier KM. Ben, je peux voir la question qui a été posée, la réponse qui a été donnée, les sources qui ont été utilisées, le feedback qui a été donné par l'utilisateur. S'il faut, j'ai la possibilité d'aller marquer, annoter ou corriger le document et ensuite de donner la bonne réponse à l'utilisateur qui s'est plaint. Qu'il est connecté via Teams à Helium, il va recevoir la réponse dans Teams ou via Slack. Et donc, du coup, d'avoir cette boucle qui permet de faire en sorte que si je pose une question à l'intelligence artificielle, même si au démarrage, elle ne va pas spécialement donner la réponse complète, à un moment, je vais recevoir la bonne réponse parce qu'on aura pris action sur les sources et sur les documents. Donc là, c'est très important d'avoir cette boucle qui permet finalement d'avoir un cercle vertueux dans cette gestion des connaissances. Alors, un dernier point qui est important pour nous, c'est de pouvoir spécialiser ce moteur de questions-réponses qu'on appelle Answer, et de pouvoir lui donner des personnalités différentes ou à pouvoir attaquer des sujets différents. Alors là, je vais donner un petit exemple. On a créé ici un assistant qui s'appelle Service Client. Alors, cet assistant service client, il est disponible pour tout le monde, mais je pourrais le rendre disponible que pour un groupe de personnes ou un type de profil. Et je lui demande de pouvoir aller s'appuyer sur un ensemble de documents qui se trouvent à un endroit bien précis dans Helium, et donc qui vont être mis à jour et qui vont suivre tous ces processus de validité, etc. Et je vais lui expliquer aussi que cet assistant, il est là pour m'aider en tant que professionnel de la relation client et qui doit pouvoir répondre à mes questions comme s'il était une personne qui répondait au client directement. Alors, en quoi ça va être utile? Je prends un exemple. Si je me mets dans mon outil de ticketing, ici, nous, on utilise Zendesk pour faire la gestion des tickets chez nous, ben, je vais pouvoir lancer Helium dans mon navigateur directement sans quitter la page et avoir accès, entre autres, à des contenus qui sont mis en avant, mes contenus favoris que j'ai besoin de pouvoir régulièrement consulter, mais aussi à mes assistants et par exemple mon assistant de service client. Et ici, Grégory me pose une question. Cette question, je vais la poser à l'assistant directement. Et cet assistant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher les différentes sources qu'il y a dans Helium, décider de pouvoir en lire une plus en détail pour moi. Il a sélectionné une source et il va la lire et ensuite créer une réponse, mais dans le contexte qu'on lui a demandé. C'est-à-dire qu'ici, la réponse, il ne me la donne pas de manière brute, il me la donne d'une manière que je peux directement prendre et reprendre pour le client. Et donc, il a commencé par cher client, je peux modifier, je peux mettre ici cher Grégory. Ensuite, il met une petite signature que je lui ai demandé de faire et je peux répondre avec le ticket solved. Donc, c'est une manière rapide de pouvoir accéder finalement à la connaissance et via cette connaissance de pouvoir créer des réponses qui sont spécialisées dans un domaine ou dans un autre. Alors, ces agents intelligents sont super efficaces pour pouvoir s'adapter à des métiers bien précis dans lesquels on va pouvoir s'appuyer dessus pour pouvoir répondre rapidement par rapport à l'extérieur. Alors, un deuxième moyen de pouvoir trouver une réponse à un problème, ce sont les arbres de décision, dans lesquels, du coup, là, on va m'accompagner pour pouvoir diagnostiquer un problème chez le client avec un jeu de questions qui peuvent être posées et sur lesquelles moi je vais répondre pour pouvoir avancer dans la résolution du problème et petit à petit arriver à la réponse finale qui correspond à la question qu'on se pose. Alors, ces arbres de décision, ils sont construits dans la plateforme directement. Donc, je vais pouvoir créer à partir d'une page blanche, je vais pouvoir créer mon arbre de décision, lui donner les différentes étapes, créer les différents contenus qui sont à chaque étape. Mais ce qu'on a aussi, c'est la possibilité, avec une intelligence artificielle,
de pouvoir créer ces arbres de décision basés sur un contenu déjà existant. De se dire que si je prends un contenu, que je peux générer un arbre de décision, ben, l'intelligence artificielle va lire ce contenu et me proposer une arborescence qui va me permettre de faire l'arbre de décision. Et donc, je ne dois plus moi-même créer toute cette arborescence, elle est créée pour moi par l'intelligence artificielle. Donc, ce sont différents endroits qui sont subtilement mis dans la plateforme qui vont venir augmenter la richesse de l'outil pour permettre finalement d'être plus efficace dans la rédaction, d'être plus efficace dans la qualité du contenu, mais aussi d'être plus efficace dans l'exploitation de ce qu'il y a dans la plateforme, de pouvoir rechercher, synthétiser et surtout de spécialiser les différentes recherches qu'on a aux différents endroits. Grégory, je ne sais pas si tu voulais rajouter des points. Par rapport à la démo, non, je pense que tu as été plutôt complet. D'un point de vue timing, il nous reste plus ou moins 10-15 minutes. Donc, je propose, alors je ne sais pas s'il y a des questions peut-être déjà maintenant sur, dans les différentes personnes qui sont là sur l'outil. Donc, je peux rester avec l'outil ouvert s'il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Oui, Jonathan. Je me suis permis d'écrire ma question. Moi, j'ai une question sur le comportement des utilisateurs. Et c'est dans votre expérience, est-ce qu'il y a tendance d'améliorer la création de contenu ou est-ce qu'il y a un risque que les contribuants ne deviennent paresseux en sachant que le AI va résumer ou améliorer leur travail? Alors, je pense qu'il y a deux types de comportements utilisateurs. Il y a ceux dont c'est le métier de s'assurer que la base de connaissances soit à jour et bien faite, parce qu'ils savent que derrière, il y a une équipe plus grande que la leur qui la consomme et qui doivent être efficaces sur ces sujets-là. Ces personnes-là ont à cœur de faire en sorte que la base de connaissances soit bonne et vont utiliser l'intelligence artificielle pour les aider à accélérer, mais pas de manière aveugle, donc de manière où ils vont comprendre ce qu'ils font et ils vont relire et améliorer finalement ce qui est produit par l'intelligence artificielle. L'analogie que j'aurais, qu'on voit aujourd'hui aussi en pratique dans d'autres métiers, c'est les développeurs qui vont développer du code pour que beaucoup de personnes utilisent finalement le résultat de ce code. Ce qui est le cas. Nous, on est une équipe de développement, on a un facteur, je sais pas moi, 10 000 fois plus de personnes qui utilisent l'outil que de personnes qui le développent, même 100 000 fois plus de personnes qui utilisent l'outil que de personnes qui le développent. Mais ces développeurs utilisent l'intelligence artificielle pour les aider à faire le code. Ça n'empêche qu'ils font attention à ce que ce code doit être maintenable, il doit pouvoir être sécurisé, il doit pouvoir être déployable, testable, etc. Et donc, quand c'est le métier, on utilise vraiment l'intelligence artificielle comme un levier, un outil d'accélération de ce que l'on fait. Maintenant, pour les personnes qui sont plus dans le partage de connaissances de manière anecdotique, c'est possible qu'on va avoir des comportements comme ça, où on va créer un contenu, ça va nous faciliter la création rapide, et si on ne rentre pas dedans rapidement, ben c'est possible qu'on ne voit pas, qu'il y a des choses qui étaient générées qui n'étaient pas justes, qui ne correspondent pas, ou on ne comprenne pas exactement ce qu'on a mis dedans. Et donc ça, c'est à nous aussi, éditeurs, à mettre des différents points d'attention pour que ces personnes fassent attention, soient conscientes que si on partage quelque chose qui est juste par une intelligence artificielle et qui n'a pas été relu, c'est possible que ce ne soit pas au top. Alors, de l'autre côté, dans la consommation, par contre, là, je pense que quand on cherche dans la base de connaissances et qu'on trouve des documents, rapidement, on va faire CTRL F et essayer de trouver ce qui est important. On ne va pas lire les 500 pages de documentation. Ici, l'intelligence artificielle va pouvoir le résumer très rapidement pour moi et au contraire, pouvoir trouver plus que ce que si j'avais fait avec le CTRL F. Et donc, ce côté un peu lazy qu'on aurait d'utiliser l'intelligence artificielle va en fait augmenter l'accès à ce que j'ai parce que l'intelligence artificielle va comprendre les différentes subtilités, les synonymes,
les contextes qui sont proches par rapport à la question que je me pose, tandis que le contrôle F, lui, ben, il va pas faire ça, il va chercher exactement ce que je cherche en mode texte. Donc je pense que pour la partie consommation, c'est l'inverse, ça permet d'aller plus loin que le côté contrôle F qu'on pourrait avoir. Est-ce que ça répond à la question? Très bien, oui. Après, peut-être pour compléter, Jonathan, enfin, je pense qu'on a tous conscience que ça va surtout être l'accompagnement et la sensibilisation qui va avoir le plus gros impact dans ce type de contexte. Et c'est ce à quoi sont occupées aujourd'hui aussi toutes les équipes d'IA autour des questions de gouvernance. Les HR commencent à être évidemment de plus en plus impliqués. Les entreprises sont en train de gagner en maturité quand même sur tous ces sujets. Donc, on comprend aussi les limites des différents dispositifs mis en place et comment les utilisateurs doivent pouvoir aussi, ou le collaborateur doit pouvoir utiliser ça avec des pincettes. Et les utiliser de façon efficace et pertinente. Alors, il y avait une autre question dans le... Oui, Leonardo, si tu veux prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Ouais. Ok, ouais. Mon question est par rapport au accès en externe. S'il y a une dimension ou une interface pour les utilisateurs externes, par exemple la documentation d'un service produit pour les clients externes. Donc, si on peut travailler sur la base des connaissances en interne et offrir toutes les ressources, toutes les possibilités aux clients en externe. Si je peux créer une section, par exemple, documentation produit, documentation service pour les clients. Alors oui, donc on a la possibilité de créer des liens publics pour certaines parties de la plateforme et de pouvoir les rendre disponibles à l'externe sans avoir de mot de passe ou de login. Par exemple, ici, le contenu que j'ai créé tout à l'heure, je lui ai créé un lien public et maintenant, il est accessible publiquement avec une page beaucoup plus simplifiée, évidemment, qui permet d'accéder au contenu. Donc, les éléments d'Helium peuvent être rendus publics. De l'autre côté, dans la plateforme, ça va être marqué clairement que ce contenu est devenu public et qu'il est accessible de l'extérieur, parce que ça peut être aussi un stress d'avoir certaines parties qui sont rendues publiques. Donc tout ça est gouverné d'une manière. Il y a certains espaces aussi dans lesquels on peut interdire de rendre public une partie ou toute l'information qui se trouve dedans. Mais c'est sûr que dans ce côté omnicanal de la connaissance, il y a ce besoin de pouvoir diffuser la connaissance à différents endroits à partir d'une même base. Et donc ici, je vais pouvoir la diffuser à l'extérieur vers mes clients, je vais pouvoir la diffuser vers mes agents ou vers les personnes qui utilisent mon plugin dans Chrome ou dans Edge et dans la base de connaissances elle-même ou sur mon téléphone en mobilité. Et donc, à partir d'une même source, on va pouvoir alimenter différentes personnes. Maintenant, chez Helium, historiquement, dans notre ADN, c'est tout de même la partie interne qui est la plus utilisée que la partie client externe simple. Là, on vient vraiment apporter un gain de productivité. Ce sont pour les personnes en interne qui ont besoin de rapidement pouvoir s'appuyer sur cette base de connaissances via de l'intelligence artificielle ou pas, pour pouvoir répondre à des questions soit externes, soit internes, soit personnelles pour sa propre productivité. Est-ce que ça répond à la question? Oui, parfait, merci. Oui, là aussi, on complément quand même le trend qu'on voit depuis plus d'un an et demi. C'est comment arriver à intégrer tout ça dans des méta-assistants. Donc, il y a beaucoup de moyens grands comptes qui déploient, et on va en parler aussi tout de suite, et je propose peut-être qu'on passe sur la partie use case. Mais leur propre GPT interne, ils se rendent compte que aussi toute la complexité de devoir déployer, par exemple, un RAG. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais surtout sur des métiers spécifiques. Et donc, on commence à être sur une logique de gouvernance. On va avoir un méta-assistant connecté à toute une série de services avec leur propre assistant spécialisé, sur leur propre type également de contenus qui sont présents. Et donc, c'est également une forme de retransmission, de rendre accessible un contenu localement, mais plutôt à l'échelle globale d'une organisation. Voilà, aussi toutes les contraintes que vous connaissez en termes d'accès, etc. Donc, peut-être par rapport à ça, parce que je vois aussi qu'il nous reste en théorie 7 minutes, on avait envie de mettre en lumière deux use cases qui sont dans des contextes différents, industriels et retail. L'Oréal, et pour faire un petit peu le lien aussi, L'Oréal, on travaille aujourd'hui depuis quand même déjà quelques années avec cette entreprise. On a plusieurs plateformes, on a pas loin d'une dizaine de plateformes différentes
et des plateformes différentes parce qu'on va être sur des métiers qui sont radicalement différents, avec toujours les mêmes enjeux par contre de capitalisation, hein, où on est sur aussi des process et des informations complexes, souvent multidimensionnelles, pour pouvoir profiter aussi de la structure matricielle dans Helium. Mais une des, on va dire, des plateformes qui ont le plus d'ampleur, c'est celle au niveau des opérations. Et donc là, finalement, on était sur un enjeu assez, je dirais, classique d'explosion, de prolifération de sites SharePoint, Teams, à la fois à l'échelle locale des opérations, qui représente, je dirais, à peu près 20 000 collaborateurs partout dans le monde. Mais ils avaient vraiment un enjeu principal au niveau de la supply chain, où ils se retrouvaient pour 500 personnes, avec plus de 3000 teams qui étaient présents, où des contenus étaient partagés, disséminés avec des SharePoint, et il manquait une vraie couche, quelque part, intermédiaire de référence. C'est vraiment dans ce contexte-là qu'Helium a été mis en place, avec un enjeu alors pas nécessairement de turnover, mais en tout cas de croissance, avec en moyenne un quart du personnel qui a moins de 6 mois d'expérience au niveau de ces structures. Donc, l'importance aussi de pouvoir accélérer cet onboarding. Et on est finalement sur un environnement où on va retenir l'essentiel des procédures, des guides, des manuels nécessaires dans l'ensemble des centres de distribution et des usines auprès des collaborateurs. Un des enjeux également qui a été un facteur décisif dans le déploiement d'Helium était l'aspect multilingue, toute la gestion, que ce soit d'ailleurs en accès, on va dire, de type recherche ou portail à l'information, que chaque contenu, que chaque fiche de connaissance soit directement finalement traduite et qu'on va pouvoir traduire automatiquement. D'ailleurs, dans Helium, ça, on ne l'a pas montré. Mais également qu'au niveau des assistants, au final, ça va nous permettre d'interroger, donc moi-même d'interroger en anglais ou en français, des contenus qui seraient écrits en mandarin ou inversement. Donc, il y a un enjeu très, très fort à ce niveau-là de vraiment pouvoir puiser au fond des contenus et d'obtenir au final des réponses qui étaient également la convergence de documents dont la source n'était pas toujours dans la langue native de l'utilisateur. Donc ça, c'était un point important. L'Oréal, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les use cases, même par rapport à la GenAI qui sont mis en place, ont très tôt initié aussi des POC sur l'ensemble des métiers de la boîte autour du déploiement, entre autres, d'assistants avec L'Oréal GPT. Effectivement, dans ce contexte-ci, ce qui est intéressant comme retour, c'est que sur le scope de la DGO, donc de la Direction Générale des Opérations, on va observer comme des différences de performance importantes entre que le L'Oréal GPT va pouvoir fournir sur ce périmètre-là d'information et la performance des assistants, on va dire, natifs Helium. C'est assez logique, voilà, quand on réfléchit aussi en termes d'accès, de contenu de structure. Mais voilà. Alors, je précise quand même, Jonathan, 1 million de documents disséminés, ils ne se retrouvent pas tous dans Helium. Hein, donc là aussi, sur la question d'accompagnement, de gouvernance, de stratégie projet, il y a un gros travail quand même d'épurement à faire. Et de restructuration. Et alors, on va mettre en place tous les workflows qu'Antoine mentionnait aussi en termes de validation, de s'assurer qu'on est sur déduplication, etc. Ouais. De déduplication, tous ces aspects-là. Donc voilà. Deuxième use case, Fnac Darty, chez qui on est également présent au niveau notamment de l'ensemble des conseillers clients. Alors là, on est sur un enjeu un petit peu différent. On va être sur une complexité en termes là de produits et de services qui sont très variés, parce qu'on va être sur des produits à la fois culturels, de loisirs, des produits qui sont très techniques d'un point de vue technologique en termes d'électroménager, mais aussi de services, typiquement des services d'assurance ou garantie qui sont proposés par Fnac Darty. Donc là, l'enjeu, finalement, au niveau commercial et service desk, on a à peu près une population de 1200 conseillers, population qui va énormément varier en fonction de la période de l'année. Donc évidemment, on est sur des pointes importantes en fin d'année, qui va pouvoir varier entre 800 et 1200 conseillers. Donc on va avoir des pics, on va avoir un recrutement temporaire d'à peu près 300 à 400 conseillers en fin d'année pour pouvoir également assumer ce pic et la bande passante supplémentaire qui est nécessaire. Donc là, l'enjeu d'onboarding devient essentiel. On était, avant d'atteindre un niveau d'autonomie suffisant pour laisser un conseiller traiter des interactions clients, on était de l'ordre de 2 à 3 mois pour être suffisamment en confiance, et donc vraiment sur une logique aussi de formation un petit peu plus traditionnelle. Aujourd'hui, un conseiller, en 2 à 3 semaines
d'arriver va pouvoir, avec l'accès justement à la base de connaissances et en ayant été formé à son utilisation durant finalement ces 2 premières semaines d'onboarding, va pouvoir être autonome et déjà commencer à interagir avec les clients et à être en confiance par rapport à ça. Donc là, on est, je pense, sur l'enjeu principal qui a été remonté, a été adressé. Et en termes alors ce qui est intéressant de manière, Antoine y faisait référence, un des objectifs reste aussi des objectifs financiers, de pouvoir, en termes de réduction de coûts opérationnels, on est beaucoup aussi sur de l'offshoring ou du nearshoring sur ce type de dispositif, donc avec quand même pas mal de flexibilité en termes de recrutement ou d'augmentation des profils. On observe de l'ordre de 10% en termes de réduction de coûts. Helium n'étant pas nécessairement le seul dispositif, je dirais, qui va justifier la décroissance de 10%, mais en 12 mois, c'est tout de même l'impact et Helium y a contribué de façon significative. Pareil en termes de durée de moyenne de traitement au niveau de la DMT, ce qui a été mesuré. Et c'est l'avantage de ces projets relations clients, service client, c'est qu'on va être quand même aussi sur des objectifs beaucoup plus mesurés et mesurables par rapport à des déploiements internes plus transverses, où là, c'est pas toujours évident non plus de pouvoir vraiment mesurer l'impact business. Est-ce qu'il y a un gros sujet chez les knowledge managers, justement? Bah oui, on sait bien. On fait au maximum, évidemment, et dans l'accompagnement aussi des projets, on a comme toute une série de guidances lorsqu'on déploie ce type de plateforme, sur comment aussi venir justifier le ROI avec des moyens quantitatifs, qualitatifs. Mais ça reste un challenge, ouais. Voilà. En tout cas, je pense que grâce à l'outil Helium, on a des données quantitatives aussi et qualitatives à fournir. Et en tout cas, merci beaucoup Grégory, Antoine pour ces présentations. Je pense qu'on a pu voir vraiment une démonstration assez exhaustive de la plateforme pour vraiment correspondre et répondre à notre problématique. Et on voit à quel point vous avez vraiment travaillé l'IA et donc comment est-ce qu'elle s'intègre à la fois au niveau global, mais aussi sur un sujet métier vraiment très précis. Comme dit Jonathan, très belle solution, bravo. Je pense qu'on va, Antoine, je te laisse passer les slides pour terminer. On avait commencé à 32. Allez, comme ça, on reste dans le timing. La partie questions, on en a déjà eu un petit peu. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les envoyer soit au club, soit directement du coup à Grégory ou Antoine. Et on peut passer à la dernière slide qui était là-dessus, donc pour les membres du club, puisqu'on c'est un peu l'habitude au sein du Club Prono, on repart jamais sans la prochaine date du prochain événement. Et le prochain rendez-vous du coup pour les membres du club donc sera le jeudi 24 octobre pour faire un déjeuner entre membres. Donc celle-ci, c'est pour illustrer notre pilier convivialité aussi et création de liens communautaires là-dessus. Donc on a fois à Paris, mais aussi en région s'il y a des personnes donc qui sont ailleurs qu'en région parisienne, on peut aussi se retrouver. Donc, on se retrouve le jeudi 24 octobre prochain. Et je vous dis encore un grand merci, Grégory, Antoine et Julien, parce que vous étiez en force aujourd'hui, côté Helium, pour cette démonstration. N'hésitez pas, les personnes participantes, à contacter le club et Grégory et Antoine si vous voulez en savoir plus sur la solution Helium ou sur le club. Et puis, bien sûr, le replay sera disponible pour les membres du club. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bon après-midi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.